Vous voyez, il existe une particule appelée positron. C'est comme un électron, mais avec une charge positive. Et tout le monde apprend ça à l'école, l'antimatière et tout ça. Mais voici ce qu'ils ne vous disent pas. Lorsque vous effectuez réellement les calculs, lorsque vous vous asseyez et calculez ce qui va se passer lors d'une expérience, la façon d'obtenir la bonne réponse est de considérer un positron comme un électron remontant le temps. Ça paraît fou, je sais. Et quand j'ai appris ça, je me suis dit, eh bien, ce n'est qu'un tour de passe-passe. C'est simplement une commodité mathématique. Vous savez, c'est comme lorsqu'on utilise les nombres imaginaires. On ne pense pas qu'il existe réellement un nombre imaginaire de pommes. Mais voilà le problème. Ce n'est pas qu'une simple commodité. Car si vous ne procédez pas ainsi, si vous ne considérez pas le positron comme un électron remontant le temps, vous obtiendrez une réponse erronée. Vous ne pouvez rien calculer. On ne peut pas prédire ce qui va se passer lors des expériences. Et les expériences sont très précises, très exactes, et elles correspondent à nos calculs. Il se passe donc quelque chose de très étrange ici. Permettez-moi d'essayer d'expliquer ce que je veux dire. Vous voyez, lorsque des particules interagissent, lorsqu'un électron fait quelque chose, émet de la lumière, absorbe de la lumière, entre en collision avec des objets, nous avons ces petites images, ces schémas. Et dans ces schémas, le temps monte, disons, et l'espace se déplace latéralement. Et vous représentez l'électron comme une ligne qui avance dans le temps. Et s'il émet un photon, une petite particule de lumière, on trace une ligne ondulée qui s'en échappe. Et l'électron continue son chemin. Que se passe-t-il maintenant lorsqu'on a un positron? Eh bien, vous le dessinez comme un électron, mais la flèche pointe vers l'arrière. Le temps descend au lieu de monter. Et c'est là que ça devient vraiment intéressant. Vous voyez, quand un électron et un photon se rencontrent, ils s'annihilent. N'est-ce pas? Ils disparaissent. Et la lumière apparaît. Vous obtenez des photons. Mais regardez le schéma. À quoi ça ressemble? On dirait un électron qui se déplace dans le temps. Puis il émet de la lumière, fait demi-tour et commence à reculer. Et quand ça marche en arrière, on appelle ça un positron. C'est la même particule, mais qui se déplace dans l'autre sens dans le temps. C'est comme si vous regardiez un film d'une balle qui roule, puis que vous inversiez la lecture du film. C'est toujours la même balle, mais qui va dans l'autre sens. Et ceci n'est pas de la philosophie. Il ne s'agit pas de spéculation de ma part. Voici comment obtenir des chiffres corrects. Je veux dire, nous avons testé tout ça avec une précision incroyable. Les prédictions correspondent aux expériences à 11 décimales près, ce qui signifie, vous savez, que si je vous disais que je peux prédire la distance entre New York et Los Angeles et que j'obtiens une précision de l'épaisseur d'un cheveu, c'est le genre de précision dont nous parlons. Et cette précision est obtenue en traitant les positrons comme des électrons remontant le temps. Il s'éclaircit la gorge. Bon, vous pourriez dire, bon, d'accord, très bien, mais ce ne sont que des mathématiques. Cela ne signifie pas que quoi que ce soit se produise réellement à rebours dans le temps. Et, c'est une question difficile, vous voyez, parce qu'en physique, on ne sait pas vraiment ce qui se passe. Nous savons ce que nous pouvons calculer et ce que nous pouvons mesurer, et les deux correspondent. Le calcul nécessite donc cette image. En quel sens n'est-ce pas réel? Je ne sais pas comment répondre à cela. Si une chose fonctionne, si elle prédit correctement, si chaque expérience que nous menons donne les résultats prévus par la théorie, alors que demander de plus? L'univers ne nous doit pas une explication qui nous rassure. Vous savez, l'univers fait ce qu'il fait. Et nous essayons de trouver des règles qui correspondent à son fonctionnement. Et la règle qui correspond est que les antiparticules remontent le temps. Maintenant, laissez-moi vous raconter autre chose d'assez incroyable. Vous voyez, quand j'ai dit que le positron était un électron voyageant à rebours dans le temps, je ne parlais pas seulement des positrons. À chaque particule correspond une antiparticule, et chaque antiparticule, en mathématiques, est la particule qui remonte le temps. Les antiquarks sont des quarks qui se déplacent en sens inverse. Les antirotons sont des protons qui se déplacent en sens inverse. Les antiutrinos sont des neutrinos qui régressent. Le concept même d'antimatière est en réalité une réflexion sur le temps. Et c'est quelque chose que j'ai mis du temps à comprendre. Vous savez, quand l'antimatière a été découverte, les gens pensaient, eh bien, c'est juste une charge opposée. C'est tout. Un peu comme une image miroir. Mais lorsqu'on se penche vraiment sur la théorie, lorsqu'on examine attentivement comment calculer les choses, on découvre que le sens du temps est la clé. Et voici quelque chose que je trouve magnifique.
Imaginez un seul électron, un seul, qui rebondit sans cesse dans le temps. Donc, il avance pendant un certain temps, puis quelque chose se produit. Il fait demi-tour et recule, puis il fait demi-tour à nouveau et avance. Et chaque fois qu'il recule, nous le voyons comme un positron. Et à chaque fois qu'il avance, nous le voyons comme un électron. Ainsi, ce qui ressemble à de nombreuses particules, électrons et positons, qui volent en tous sens, pourrait en réalité n'être qu'une seule particule. Une unique particule zigzagant dans le temps comme un fil passant d'avant en arrière à travers un morceau de tissu. Je ne dis pas que c'est forcément ce qui se passe. Je dis simplement que c'est une façon d'aborder la question qui permet de trouver les bonnes réponses. Et en physique, c'est ce que nous avons. Nous avons des modes de pensée qui donnent les bonnes réponses. Et nous ne savons pas quelle façon de penser est la vraie. Peut-être qu'aucun d'eux n'est réel tel que nous le souhaitons. Peut-être que la réalité n'a pas d'image qui corresponde à ce que nous pensons. Vous voyez, notre cerveau a évolué pour comprendre les choses à notre échelle, à notre rythme. Des choses comme des rochers, des arbres et des lions qui nous poursuivent. Nous n'avons pas évolué pour comprendre ce qui se passe à des échelles infimes, où les choses sont si différentes, si merveilleusement différentes, qu'aucune de nos intuitions ordinaires ne fonctionne. Alors, quand je vous dis qu'un positron est un électron qui remonte le temps et que vous répondez « mais ça n'a pas de sens ». Eh bien oui, ça n'a pas le même sens que les choses ordinaires, mais la question n'est pas de savoir si cela correspond à votre intuition. La question est de savoir si ces prédictions sont correctes. Et c'est le cas. C'est vraiment le cas. Voici maintenant une autre chose intéressante. Vous pourriez vous demander, si les choses peuvent remonter le temps, pourquoi ne le constatons-nous pas ? Pourquoi ma tasse à café ne se casse-t-elle pas toute seule ? Pourquoi la chaleur ne circule-t-elle pas du froid vers le chaud ? Eh bien, c'est une autre question. Cela concerne l'entropie, les statistiques et un grand nombre de particules. Et c'est compliqué. Mais au niveau des particules individuelles, au niveau fondamental, les lois de la physique ne se soucient pas du sens d'écoulement du temps. Si vous preniez un film de deux particules qui rebondissent l'une sur l'autre et que vous le visionniez à l'envers, le résultat serait parfaitement correct. Elle obéirait aux mêmes lois. Rien dans les équations fondamentales n'indique que le temps doive s'écouler dans une seule direction. Et il s'éclaircit la gorge. C'est étrange, n'est-ce pas ? Nous percevons le temps comme s'écoulant dans un seul sens. Nous nous souvenons du passé. Nous ne nous souvenons pas du futur. Les œufs se cassent. Ils ne se réparent pas. Mais à l'échelle particulière, une telle préférence n'existe pas. Les équations fonctionnent de la même manière dans les deux sens. Et lorsque nous décrivons les antiparticules comme des particules se déplaçant en sens inverse, nous utilisons en quelque sorte cette symétrie. Nous disons, regardez, les équations ne tiennent pas compte du sens du temps. On peut donc dessiner nos diagrammes avec des flèches allant dans les deux sens, et ça fonctionne. Et cela soulève un point que je pense que les gens ne comprennent pas suffisamment en physique. Nous ne comprenons pas vraiment le temps. Je veux dire, on peut le mesurer. Nous pouvons effectuer des calculs avec. Nous pouvons prédire les choses. Mais la nature même du temps, pourquoi il semble s'écouler, pourquoi nous le vivons de cette façon, cela reste un mystère. Vous savez, les gens pensent que la physique détient toutes les réponses. Mais nous, non. Mais nous, non. Nous disposons d'excellents outils de calcul, mais les questions fondamentales restent encore ouvertes. Et cette histoire d'antiparticules remontant le temps, c'est un indice. C'est un indice qui laisse penser que notre conception habituelle du temps, comme un flux allant du passé vers le futur, n'est peut-être pas fondamentale. Peut-être qu'au plus profond de nous, le temps est différent de ce que nous imaginions. Et je trouve cela passionnant, pas frustrant, car cela signifie qu'il y a encore beaucoup à apprendre. Il reste encore des points à éclaircir. L'univers n'a pas livré tous ses secrets. Et c'est ce qui rend la chose amusante. Voyez-vous, si nous savions tout, s'il ne restait plus aucun mystère, à quoi bon ? Le plaisir réside dans la découverte des choses. Le plaisir réside dans le fait de prendre quelque chose qui semble impossible, comme des particules remontant le temps, et de réaliser que, attendez, c'est justement ce qui rend les calculs possibles. Ce n'est pas fou, c'est de la physique. Maintenant, laissez-moi vous montrer comment cela fonctionne concrètement. Vous voyez, quand les physiciens font des calculs, on dessine des petits schémas, des diagrammes, très simples.
juste des lignes et des lignes ondulées, mais ils représentent quelque chose de réel. Elles représentent ce qui peut se produire lorsque des particules interagissent. Imaginons donc un électron qui est tranquillement assis là, sans rien faire, lorsqu'un photon, une particule de lumière, arrive et le percute. Ce qui se produit, eh bien, l'électron absorbe le photon et se déplace dans une direction différente. C'est une chose qui peut arriver, et nous le représentons par deux lignes qui se rejoignent. La ligne droite représente l'électron. La ligne ondulée représente le photon. Puis une ligne s'éteint. L'électron s'éloigne. Simple, non? Mais c'est là que ça devient intéressant. D'autres choses peuvent arriver. Des choses qui semblent impossibles, mais qu'il faut prendre en compte pour obtenir la bonne réponse. Par exemple, l'électron pourrait émettre un photon avant d'absorber celui qui arrive. Comment est-ce possible? Comment une machine peut-elle émettre quelque chose avant même d'avoir reçu l'énergie nécessaire pour l'émettre? Eh bien, en mécanique quantique, il y a cette incertitude. Et pendant de très courts instants, des choses peuvent se produire qui semblent enfreindre les principes de conservation de l'énergie. Vous empruntez de l'énergie à l'univers pendant un bref instant, puis vous la lui rendez. Et ces éléments, ces processus virtuels, influent sur la réponse finale. Et si vous ne les incluez pas, vous obtiendrez une prédiction erronée. Il faut donc dessiner tous ces schémas, tous les scénarios possibles, et les additionner. Et l'une de ces possibilités, l'un de ces schémas, implique la création puis la disparition d'un positron. Et sur le schéma, ce positron représente une ligne d'électrons remontant le temps. Ainsi, même dans un processus simple comme la collision d'un rayon lumineux avec un électron, il faut tenir compte de ces particules inversées dans le temps, ces antiparticules qui apparaissent brièvement avant de disparaître. Et lorsque vous additionnez toutes les contributions de tous les diagrammes, vous obtenez un nombre. Et ce chiffre correspond aux résultats expérimentaux avec une précision extraordinaire. Et vous pourriez dire, eh bien, ce n'est qu'un tour de passe-passe. C'est tout simplement des mathématiques. Mais je ne le crois pas. Je pense que les mathématiques nous apprennent quelque chose sur le fonctionnement de la nature. Les calculs mathématiques indiquent qu'il faut considérer toutes les possibilités, y compris les particules voyageant à rebours dans le temps. Et la nature répond « Oui, c'est exact. C'est ainsi que je fonctionne. » Vous savez, il y a quelque chose sur lequel je veux être honnête, parce que je pense que c'est important. Nous ne comprenons pas complètement tout ça. Je veux dire, on peut calculer, nous pouvons le prédire. Nous pouvons faire des expériences et tout correspond parfaitement. Mais si vous me demandez ce que cela signifie qu'un positron est un électron voyageant à rebours dans le temps, je dois dire que je ne sais pas vraiment, et je ne pense pas que quiconque, en fait. Il y a une différence entre être capable de calculer quelque chose et être capable de le comprendre en profondeur. Vous voyez, nous disposons de ces outils mathématiques, et ils fonctionnent incroyablement bien. Mais les images que nous avons en tête, la façon dont nous essayons de visualiser ce qui se passe, c'est toujours un peu décalé. Car la réalité à ce niveau ne ressemble à rien de ce que nous vivons au quotidien. Ce n'est pas comme des balles qui rebondissent. Ce n'est pas comme les vagues dans l'eau. C'est autre chose. Quelque chose que seules les mathématiques peuvent saisir correctement. Et lorsque nous disons que des choses comme les particules remontent le temps, nous utilisons des mots qui proviennent de notre expérience ordinaire. Nous essayons de faire entrer de force cette étrange réalité quantique dans un langage inventé pour parler de tables et de chaises. Et ça ne fonctionne pas vraiment. Il s'éclaircit la gorge. Je veux donc que vous abordiez ces idées avec souplesse. Vous savez, je ne pense pas que vous l'ayez complètement compris. Si vous pensez avoir parfaitement compris la mécanique quantique, vous vous trompez probablement, car elle est véritablement étrange. Ce n'est pas étrange, car nous ne l'avons pas encore compris. C'est étrange, car la nature à petite échelle est fondamentalement différente de la nature à grande échelle. Les règles changent, les comportements changent, et nos intuitions qui ont évolué pour le monde à grande échelle ne sont tout simplement plus applicables. Et c'est normal, ce n'est pas un échec, c'est comme ça. Et le plus merveilleux, c'est que nous pouvons encore faire des prédictions. Nous pouvons encore faire de la physique. Nous pouvons toujours trouver des solutions même si nous ne pouvons pas nous les représenter mentalement comme nous nous représentons les choses ordinaires.
Permettez-moi de vous expliquer pourquoi je pense que cela a une importance qui dépasse le simple cadre de la physique. Vous voyez toute cette histoire d'antiparticules et d'inversion du temps. Cela nous apprend quelque chose sur le fonctionnement de la science. Nous n'avons pas commencé avec cette idée. Personne ne s'est réveillé un matin en se disant « Tiens, je parie que ce sont des positrons ou des électrons qui voyagent à rebours dans le temps. » Ce serait de la folie. L'idée est venue des mathématiques. Les gens essayaient de faire des calculs et ils obtenaient sans cesse des infinis, des réponses absurdes qui n'avaient aucun sens. Et ils ont essayé différentes approches, différentes astuces. Et finalement, quelqu'un a compris que si l'on dessine les diagrammes d'une certaine manière, si l'on traite les antiparticules comme des particules inversées dans le temps, les infinis disparaissent et l'on obtient des réponses cohérentes. Et au début, les gens pensaient « Eh bien, ce n'est qu'une astuce mathématique ». Mais ensuite, les prédictions ont commencé à correspondre très très bien aux expériences. Et maintenant, nous l'utilisons tout le temps. C'est la méthode standard pour effectuer des calculs en physique des particules. Et la leçon à en tirer, c'est que parfois, les mathématiques savent des choses que nous ignorons. Parfois, on suit le raisonnement mathématique même lorsqu'il paraît étrange, et on finit par trouver une vérité, une réalité. Et cela requiert une certaine humilité. Il faut être prêt à dire « D'accord, mon intuition me dit que c'est absurde, mais les mathématiques et les expériences prouvent le contraire. Alors peut-être que mon intuition est fausse. Peut-être que je dois revoir ma façon de penser. » Et c'est difficile pour les gens. Vous savez, nous aimons nos intuitions. Nous leur faisons confiance. Mais la nature se moque de nos intuitions. La nature fait ce qu'elle fait. Et notre travail consiste à déterminer les règles, et non à insister pour que ces règles nous paraissent logiques. Elles doivent avoir un sens interne. Ils doivent être cohérents. Ils doivent prédire correctement les expériences, mais ils n'ont pas à se sentir à l'aise. Et ce système où le temps recule, ce n'est certainement pas confortable, mais ça fonctionne. Alors, où cela nous mène-t-il ? Eh bien, nous avons cette théorie, cette électronique quantique, qui stipule que les antiparticules sont des particules se déplaçant à rebours dans le temps. Et c'est la théorie la plus précise que nous ayons jamais eue. Les prédictions correspondent aux expériences avec une précision décimale supérieure à celle de toute autre théorie dans l'histoire. Et au cœur de tout cela se trouve cette étrange idée que le temps, à son niveau fondamental, n'est pas ce que nous pensions. Ce n'est pas une rivière qui coule dans une seule direction. C'est quelque chose de plus flexible, quelque chose à travers lequel les particules peuvent se déplacer dans les deux sens. Et je trouve ça magnifique. Je le crois vraiment, car cela nous montre que l'univers est plus profond que nous ne l'imaginions. C'est plus étrange et plus merveilleux que ne le laisse supposer notre expérience quotidienne. Vous savez, on se promène, on voit des arbres, des voitures, des gens. Tout semble solide et logique. Le temps s'écoule du passé vers le futur, et c'est tout. Mais en dessous de tout cela, au niveau des atomes, des électrons et des photons, il y a cet autre monde, ce monde quantique, où les règles sont complètement différentes, où les choses peuvent remonter le temps, où les particules peuvent être à plusieurs endroits à la fois, où le simple fait de regarder quelque chose change son comportement. Il s'éclaircit la gorge. Et d'une manière ou d'une autre, au milieu de tout cet étrange, au milieu de toute cette bizarrerie quantique, le monde ordinaire émerge. Le monde solide et sensé dans lequel nous vivons découle de cette étrange réalité sous-jacente. Et c'est là le plus grand mystère de tous. Comment l'ordinaire peut-il naître de l'extraordinaire ? Comment la physique classique émerge-t-elle de la physique quantique ? Comment la flèche du temps peut-elle émerger de lois qui ne tiennent pas compte du sens du temps ? Ce sont encore des questions ouvertes, et c'est ce qui rend la physique passionnante. Il reste encore tellement de choses à comprendre. Alors, si vous ne devez retenir qu'une seule chose de tout cela, retenez ceci. L'idée que des particules puissent remonter le temps n'est pas de la science-fiction, c'est de la physique réelle. C'est comme ça qu'on calcule les choses, et ça marche mieux que tout ce qu'on a trouvé jusqu'ici. Et si cela paraît étrange, tant mieux.
C'est normal, car la nature est étrange. Et plus on en apprend, plus cela devient étrange. Et je ne le voudrais pas autrement. Permettez-moi de vous expliquer un peu comment tout cela s'est produit, car ce n'est pas apparu de nulle part. Vous voyez, à la fin des années 1940, les physiciens avaient un problème, un gros problème. Ils essayaient de calculer des choses simples, comme la façon dont un électron interagit avec la lumière. Et ils obtenaient sans cesse l'infini comme réponse. Ce qui est absurde, n'est-ce pas? Si vous effectuez un calcul et que vous obtenez l'infini, cela signifie qu'il y a une erreur dans votre calcul. Et les gens étaient bloqués. Ils savaient que les idées de base étaient justes. La mécanique quantique a fonctionné. L'électromagnétisme fonctionnait. Mais quand on les a mis ensemble, quelque chose a déraillé. Et différentes personnes ont essayé différentes choses. Et finalement, il y a eu cette percée, cette façon d'organiser les calculs à l'aide de ces petites images, de ces diagrammes. Et l'idée clé était qu'il fallait tout inclure, toutes les manières possibles dont quelque chose pouvait se produire, même les plus étranges, même celles où des particules apparaissent un bref instant avant de disparaître, même celles où un électron émet un photon puis le réabsorbe, avant que quoi que ce soit puisse le détecter. Et quand on prend tout cela en compte, quand on additionne correctement toutes les possibilités, les infinis s'annulent et on obtient une réponse finie, une réponse sensée. Et cette réponse correspond aux résultats expérimentaux. Ce qui est intéressant avec ces diagrammes, c'est qu'ils vous obligent à envisager les antiparticules d'une manière nouvelle. Vous ne pouviez pas simplement les ignorer. Ils faisaient partie du calcul. Ils devaient être là. Et la manière la plus naturelle de les inclure, celle qui rendait les calculs mathématiques les plus simples et les plus élégants, consistait à les représenter comme des particules remontant le temps. Et au début, les gens pensaient, eh bien, ce n'est qu'une astuce comptable. C'est simplement une façon de garder une trace des choses. Mais plus ils travaillaient dessus, plus il semblait que c'était peut-être quelque chose de plus profond. Peut-être que les mathématiques nous révélaient une vérité sur la nature. Et vous savez, c'est souvent comme ça que ça marche en physique. On commence par une astuce, un raccourci, une façon de simplifier les calculs. Et puis on réalise, attendez, ce n'est pas juste pratique, c'est réel. Voilà maintenant quelque chose qui intrigue tout le monde. Si les antiparticules ne sont que des particules qui remontent le temps, et si les lois fondamentales ne se soucient pas du sens dans lequel le temps s'écoule, alors pourquoi la matière existe-t-elle? Voyez-vous, lors du Big Bang, au début de l'univers, il aurait dû y avoir des quantités égales de matière et d'antimatière, des particules et des antiparticules créées par paires. Et ensuite, ils auraient tous dû s'anéantir les uns les autres. Chaque électron aurait dû trouver un positron. Chaque quark aurait dû trouver un antiquark. Boum! Un éclair se racle la gorge de lumière. Et plus rien. Simplement des radiations. Pas d'atomes, pas d'étoiles, pas de planètes, pas d'êtres humains. Mais ce n'est pas ce qui s'est passé. Évidemment, nous sommes là. L'univers est plein de matière et presque dépourvu d'antimatière. Alors, il s'est passé quelque chose. Quelque chose a provoqué un léger déséquilibre. Un peu plus de matière que d'antimatière. Peut-être une partie sur 1 milliard. Et ce petit surplus, ce peu de reste, c'est tout ce que nous voyons. Cela représente toutes les galaxies, toutes les étoiles, nous tous. Et nous ne comprenons pas pleinement pourquoi ce déséquilibre existe. Vous voyez, les lois de la physique, telles que nous les comprenons, sont presque parfaitement symétriques entre la matière et l'antimatière. Presque, mais pas tout à fait. Il y a une infime différence, et cette infime différence est peut-être la raison de notre existence. Il s'éclaircit la gorge, et cela se rattache à la notion d'inversion temporelle. Car si les antiparticules sont des particules qui remontent le temps, alors la symétrie entre matière et antimatière est liée à une asymétrie temporelle. Et c'est profond, c'est vraiment profond, car nous percevons le temps comme ayant une direction. Le passé est différent du futur, et c'est peut-être lié au fait qu'il y a plus de matière que d'antimatière. Peut-être que tout est lié, et que nous sommes encore en train de le découvrir. Il y a une autre chose dont je veux vous parler, et elle s'appelle la symétrie CPT. Et ne vous préoccupez pas des lettres, concentrez-vous sur l'idée. Vous voyez, les physiciens ont découvert que si vous faites
3 choses à la fois. Si vous échangez des particules contre des antiparticules, c'est C. Et si vous inversez l'espace, comme en regardant dans un miroir, c'est P. Et si vous inversez le temps, c'est T. Si vous faites ces 3 choses ensemble, les lois de la physique restent exactement les mêmes. C'est remarquable. Réfléchissez à ce que cela signifie. Cela signifie qu'une antiparticule se déplaçant à rebours dans le temps dans un monde miroir se comporterait exactement comme une particule ordinaire, se déplaçant vers l'avant dans le temps dans notre monde. Ils sont équivalents. Au fond, c'est la même chose. Et cette symétrie CPT, est, pour autant que nous le sachions, exacte. Elle n'a jamais été violée. Toutes les expériences que nous avons menées le confirment. Et cela nous indique que l'inversion du temps est inscrite dans la trame même de la physique. Ce n'est pas un accident. Ce n'est pas un piège. C'est fondamental. Et vous vous demandez peut-être pourquoi. Pourquoi l'univers serait-il organisé ainsi? Pourquoi le fait d'échanger des particules contre des antiparticules, d'inverser le temps et de retourner l'espace laisserait-il tout inchangé? Et la réponse honnête est que nous ne savons pas. Il semble que ce soit une propriété profonde de la nature, peut-être la plus profonde, et nous essayons encore de comprendre ce que cela signifie. Vous savez, la physique, c'est comme ça. Nous découvrons ces schémas, ces symétries, et ils fonctionnent à merveille. Mais la question de savoir pourquoi ils sont là reste souvent sans réponse. Et je trouve ça formidable, car cela signifie qu'il y a encore beaucoup à découvrir. Il reste encore des points à éclaircir. L'univers n'a pas fini de nous surprendre.